Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la mort et de l'après-vie. Alors, le but de cette vidéo n'est pas de parler de ce plan physique où nous vivons actuellement et que nous connaissons déjà. Donc justement, le but est de parler de comment ça se passe ensuite quand nous quittons ce corps-ci. Voilà. Donc pourquoi la mort dans le sujet? Tout simplement parce que nous savons que nous avons créé une individualité, donc une entité individuelle qui soi-disant est éternelle. Donc est-ce que la mort a une signification pour elle? Est-ce qu'on peut l'évoquer dans ce cas-là? Et l'après-vie, c'est comment ça se passe ensuite. Voilà, donc nous allons poser des questions générales à Serge, avec l'aide de Karen toujours, et nous n'allons pas poser énormément de questions pour vous laisser le soin d'interagir avec nous sur notre blog Novae Atlantis. Donc l'adresse mail, je vous la rappelle, c'est novae.atlantis@gmail.com. Donc posez-nous toutes les questions que vous désirez sur ce sujet, et nous ferons une autre vidéo pour répondre à ces questions. Voilà, laissons la parole à Karen et Serge. Merci. Alors Serge, peux-tu nous parler de la mort et de ce qui se passe après la mort? Oui, alors, au moment de la mort, que se passe-t-il? On va imaginer qu'une personne est allongée sur un lit. À un certain moment, on va dire qu'elle pousse son dernier soupir. Elle a un souffle comme ça qui sort. À ce moment-là, quelque chose qui se trouve ici, qui s'appelle l'atome germe du cœur, passe vers le milieu, rentre dans le nerf pneumogastrique et monte, 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 monte et ressort par le chakra coronal, ici. Ce passage correspond au fameux passage du tunnel de lumière. Parce que quand l'atome germe qui est ici, qui correspond à la conscience de soi, passe dans le nerf pneumogastrique, étant donné que cet atome est tout petit, c'est comme si notre conscience passait dans une espèce de grand corridor de lumière, de grand canal de lumière. Et c'est cette espèce, c'est ce que racontent les gens quand ils disent « je suis passé dans un tunnel de lumière et au bout il y avait un ange qui m'attendait ». Bon. Tout le monde ne voit pas cet ange, mais il est vrai aussi que tout le monde ne revient pas de cette aventure. Généralement, quand l'atome germe sort du centre coronal, on peut dire qu'il y a mort définitive. Parce que si l'atome germe sort du coronal, c'est qu'il est sorti de l'aspect physique de l'individu, et donc à ce moment-là, il ne peut pas re-rentrer. Donc toute personne qui fait une mort clinique, par exemple, qui est dans ce tunnel, qui voit l'ange ou l'archange qui l'attend, est une personne qui arrive simplement au milieu et au centre du cerveau, là où se trouve la glande pinéale. C'est le lieu sacré, c'est le saint des saints, c'est le sanctum sanctorum, et c'est là où nous attend le soi divin pour nous réconforter, pour nous dire éventuellement tu as bien travaillé, tu peux partir, ou nous dire non, tu dois revenir, ta mission terrestre n'est pas terminée. Mais si l'atome germe dépasse cette zone-là et qui sort par on va dire par le centre coronal, par le Brahmarandra, à ce moment-là, il n'y a plus de retour possible. Voilà. Donc la personne est allongée et son atome germe est passé dans le canal central, dans le canal de la conscience centrale, dans le nerf pneumogastrique ou le nerf vague, et est sorti par le coronal. À ce moment-là, bien après le dernier souffle bien sûr, à ce moment-là les gens voient un corps qui est inerte et qui a tendance à équilibrer ses humeurs, tous les liquides s'équilibrent, etc. Et le corps rentre dans ce qu'on appelle l'aspect, dans la rigor mortis, c'est-à-dire la rigidité cadavérique. Une fois que l'atome germe s'en va et qu'il monte dans les plans supérieurs, il va monter en fréquence, c'est-à-dire que cet atome germe devait, pour rester dans le corps, vibrer à une certaine fréquence. Dès l'instant où il va être libéré du corps, automatiquement il va augmenter sa fréquence vibratoire et monter jusqu'au palier que nous appelons le monde de Bodhisattva, ou plus exactement le plan bouddhique, dans les termes ésotériques les plus connus. Bon. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de notre conscience de soi. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau du corps. La conscience est partie, elle est remontée dans le plan bouddhique, donc elle est revenue à sa place, on va dire. Mais au niveau des corps, des différents corps, il y a le corps physique, mais aussi le corps vital, astral, mental, causal, tous ces corps-là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Dans un premier temps, la première chose qui sort du corps, et qui sort en même temps quasiment que l'atome germe, c'est l'énergie causale, c'est-à-dire que la cause de l'incarnation, la raison pour laquelle la personne s'est incarnée, on va dire, sort et suit l'atome germe. Mais au lieu d'aller jusque dans le plan bouddhique, cette énergie, cette espèce, on va dire, de programme d'incarnation s'arrêtera sur le plan du même nom, c'est-à-dire sur le plan causal. Ensuite vont sortir
toutes les énergies qui forment ce qu'on appelle le corps mental, c'est-à-dire toutes les programmations cellulaires, toute notre façon de penser qui vient du plan causal bien sûr et du corps du même nom, toute cette façon de penser, cette manière d'être, nos états d'esprit, la programmation cellulaire, tout ça se retire. Dès que le corps mental se retire, le corps rentre dans le processus de pourrissement, le processus naturel. Il n'a plus de force de cohésion parce que les cellules n'ont plus d'ordre, elles perdent donc toute raison d'être et elles commencent à mourir à petit feu. Et donc on peut dire que le processus de dégradation physiologique commence dès que le corps mental est sorti du corps. Ensuite vient le corps astral. Donc à ce moment-là, quand le corps astral sort, ce sont toutes nos émotions, toutes nos sensations, toutes nos perceptions, tout ce qui nous donne la possibilité grâce au système nerveux de ressentir des choses, va sortir. Et donc les cellules non seulement n'auront plus de programme, mais n'auront plus de sensibilité. En dernier, il y a ce qu'on appelle le corps vital. Bon, et c'est à ce niveau-là que ça peut être intéressant de faire une petite pause. Pourquoi? Si les corps supérieurs en sortant, qu'ils soient le corps bouddhique ou l'atome germe, que ce soit le corps causal, le corps mental ou le corps astral, tout ça, ce sont des choses qui vont partir et l'être n'a pas besoin de ces corps-là. Ils vont se dissocier et se dissoudre sur les plans du même nom. Par contre, au niveau du corps éthérique ou vital, il y a un phénomène assez intéressant, c'est que tandis que le corps mental sort du corps physique, toute la mémoire toute la mémoire subconsciente, l'ensemble du subconscient va être transféré des cellules dans le corps vital. Le corps vital est un corps de mémoire. Il est très important de le savoir, ce corps-là est un corps de mémoire. Et ce transfert va s'effectuer entre une journée et 3 jours maximum. C'est rare que ce soit plus de 2 jours en fait, mais on va dire 3 jours pour être sûr que c'est terminé. Alors, une petite pause s'impose, si j'ose dire. Dans certaines traditions, on dit, si on doit brûler le corps, de ne pas le brûler ou de ne pas l'enterrer avant ces 3 jours. Certains disent que c'est tout simplement parce que le corps peut être réanimé. Moi je dis que c'est tout simplement qu'il ne vaut mieux pas toucher le corps, il ne vaut mieux pas trop, il ne faut pas le brûler bien sûr, parce que toute la mémoire cellulaire, toute la mémoire de cette incarnation, de cette vie, y compris la subconsciente, la plus riche, tout ce que nous n'avons pas retenu, mais qui s'est pourtant passé, qui nous est pourtant arrivé, toute cette mémoire-là donc va être transférée graduellement dans le corps vital. Et on va dire qu'il faut entre une journée et 2 jours, 2 jours et demi maximum, on va dire 3 jours pour qu'elle se termine. Donc c'est pour ça que selon certaines traditions, nous ne devons pas brûler le corps avant les 3 jours révolus. C'est une manière de ne pas perturber ce fonctionnement naturel. Donc une fois que la mémoire vitale, comme le terme l'indique, va être transférée des cellules physiques du cerveau au corps éthérique ou vital, à ce moment-là, le corps éthérique va sortir. Et ce qu'il va faire, il va monter en fréquence et la partie du corps causal va récupérer par osmose toute la mémoire, toute cette mémoire qui était dans le corps vital va être transférée, une fois que le corps vital sera sorti du corps physique, va être transférée au corps causal. Donc le corps causal aura été à la fois le corps qui aura donné la permission d'être, qui aura donné la raison d'être, la mission terrestre, mais il sera à la fin aussi le disque dur qui va récupérer la mémoire de tout ce qui aura été vécu durant une vie terrestre. Donc une fois que ce transfert des cellules au corps vital s'effectué, donc le corps vital sort, et une fois qu'il est sorti, un deuxième transfert s'effectue entre le corps vital et le corps causal. À ce moment-là, le corps vital est dissous. Il se dissout en quelques heures, voire quelques jours. Ça dépend de notre vécu, de tout ce que nous avons fait ou pas fait. On va dire que c'est très personnel, ça dépend de l'individualité, de la personne qui était incarnée. Voilà, ça c'est le moment de la mort, voilà ce qui se passe au moment de la mort. Ensuite, il y a un point intéressant. On dit souvent que la personne reste près du corps ou dans les alentours, etc. Alors, il y a la connaissance, on va dire, générale, qui a été généralisée justement pour faire comprendre certaines choses, et il y a le ponctuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul être humain qui agit, réagit de la même façon. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents, et nous avons tous une manière de comprendre et de vivre qui est différente. Donc certaines personnes, c'est vrai, au moment de la mort, s'attardent. Pourquoi? Déjà parce que ce n'est pas certain qu'elles aient eu des connaissances particulières ou poussées en ésotérisme ou en spiritualité, et du coup les pauvres elles se demandent ce qui leur arrive, elles sont un peu choquées, c'est le moins qu'on puisse se dire, elles sont un petit peu même des fois traumatisées parce qu'elles viennent de réaliser que le corps est là, le corps qui a toujours été le leur, que leur conscience est séparée du corps, et se disent mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si l'atome germe lui a été transféré sur le plan bouddhique qui est le sien, il ne faut pas oublier que la conscience personnelle, elle, reste proche du corps.
pour certaines choses que je vais expliquer, pour certaines raisons que je vais expliquer un peu plus loin. Donc cette conscience typiquement personnelle, autrement dit la partie extension du soi, cette partie que le soi a incarnée au moment de la naissance, donc cette partie toute personnelle, ce qu'on appelle la personnalité d'ailleurs, reste autour du corps. Bon, généralement, elle reste, on va dire, à peu près 3 jours. C'est une manière justement pour que le transfert de la mémoire cellulaire à la mémoire vitale se fasse dans de bonnes conditions. La personnalité est là parce que pendant 3 jours, elle va avoir des images qui vont venir, elle va réaliser qu'elle est morte, que son corps est là, que son corps est préparé par un croque-mort, qu'on va le mettre en terre ou qu'on va le brûler et mettre, on va dire, les cendres dans une urne. Toutes ces choses-là, généralement, la conscience personnelle, la personnalité qui était incarnée, va y assister, si elle le veut, ce n'est pas une nécessité. Elle ne va pas rester collée au corps, elle ne va pas rester scotchée dans sa famille, mais elle va souvent se balader, elle va penser à un ami, elle va se retrouver auprès de cet ami, elle va penser cette personne-là à sa femme, son mari, ses enfants, hop, elle va être immédiatement amenée auprès de ces êtres-là, qui sont incarnés encore. Bref, la personnalité, pendant, on va dire, entre 2 et 4 jours, va vivre au rythme qui était le sien, de son vivant, dans un corps physique de chair. Au bout d'un certain temps, on va dire au bout de 3-4 jours, c'est vrai que même une personnalité qui a du mal à s'y faire va réaliser que non seulement elle est morte, mais que, ma foi, sa conscience continue et qu'il y a une vie après. Donc elle va se dire, bon, très bien, donc je suis mort, j'essaye de parler à ma femme ou à mon mari, je passe à travers, je n'arrive pas à la toucher, j'arrive pas à lui parler, personne ne me voit plus, personne ne m'entend plus, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et généralement, à ce moment-là, il n'est pas rare que certains êtres arrivent, donc au bout de ces 2-3 jours, 4 jours maximum, un être va arriver, ça peut être un proche parent, ça peut être un être de l'invisible dont c'est le rôle de venir récupérer ou aider à monter ceux qui sont morts, qui peut prendre l'apparence d'un proche parent. C'est très difficile de faire la distinction si on n'est pas habitué. Mais on va dire que cette personne va voir, je ne sais pas moi, sa mère ou son père qui est décédé préalablement, qui vient le chercher, qui lui dit « Viens, montons, ta place n'est plus ici, ton temps est terminé, tu as vécu, bon maintenant, tu n'es pas mort, tu es toujours vivant, mais ta place n'est plus auprès de ceux qui ont un corps de chair, ta place est auprès de ceux qui vivent dans le ciel, on va dire. » Bon, là, il se passe une chose intéressante. Soit la personne va dire « Ok, c'est bien gentil, mais moi je veux encore rester. » Et à ce moment-là, l'être qui a pris la forme du parent, du proche parent, ou le proche parent lui-même ne peut pas insister. Qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il va partir. En disant « Quand tu seras prêt, je reviendrai à nouveau, tu auras juste à m'appeler ou à penser à moi et je serai là immédiatement. » Ce qui d'ailleurs est vrai. Donc la personne va vouloir rester. Bon, qu'est-ce qui pourrait pousser une personne à rester? Ah, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a ceux qui n'admettent pas, parce que ça arrive, qui n'admettent pas d'être morts. Ils se disent, moi j'étais pas prévenu, on m'a rien dit, je meurs comme ça, j'avais un tas de choses en cours, j'avais des dossiers, qui va s'occuper de ma famille, qui va s'occuper de mon usine, de mon boulot, qui va faire le boulot à ma place, etc. Un tas de considérations, on va dire, plutôt de nature socio-professionnelle. Allez. Donc ces considérations de nature socio-professionnelle sont une des raisons qui pourraient faire rester une entité humaine, une personnalité, donc sur le plan terrestre. Après, il y a d'autres raisons. Il peut y avoir l'amour, l'attachement, les devoirs. Par exemple, une mère qui élevait son enfant, le père n'est plus là, l'enfant est seul, il est en bas âge, la mère ne se résout pas à partir, elle ne peut pas arriver à se résoudre à partir et à laisser un gamin en bas âge. Donc elle est terrorisée à l'idée de ce qui peut arriver à cet enfant et elle veut au moins rester pour voir si quelqu'un, ne serait-ce que l'assistance publique ou une organisation ou un parent, peu importe, va vraiment s'occuper de lui ou d'elle si c'est une petite fille. Bon voilà, donc ça peut être aussi la raison, on va dire, de nature émotionnelle, sentimentale, familiale. Ça peut être bien sûr aussi un conjoint, hein, ça peut être aussi notre mari, notre femme, etc. Bon. Après, il y a d'autres raisons qui sont, on va dire, un peu moins... Elles sont tout aussi naturelles, puisqu'elles sont humaines et que c'est dans l'humanité de faire ça, c'est dans l'esprit humain. Il peut y avoir une personne qui est morte d'une façon qui ne lui convient pas, qui a peut-être été tuée, assassinée, que sais-je. Donc cette personne elle va vouloir rester parce qu'elle en veut à la personne à cause de laquelle elle est décédée. Elle peut en vouloir à son agresseur, elle peut en vouloir à la personne qui l'a tuée, et rester ne serait-ce que pour voir si la police va bien faire son enquête, bien faire son boulot, et arrêter l'assassin. Bon, c'est une possibilité, hein, sans rentrer... voilà, dans des considérations de films policiers américains. Mais il y a
il est vrai, 1000 raisons qui peuvent pousser un individu, enfin une personnalité qui a quitté son corps, à rester quelque temps. Bon, maintenant c'est quelque temps, outre la raison pour laquelle nous restons. Combien de temps une personne qui vient de quitter son corps peut rester sur Terre? Alors c'est là où ça devient intéressant. Enfin intéressant et un petit peu dramatique, mais bon. Là où c'est intéressant, c'est qu'un individu peut rester entre 3 jours et 800 ans sur Terre, il n'y a aucun souci. Moins de 1000 ans quand même, parce que bon, il y a certaines règles et certaines lois cycliques qui font que, mais une personne peut très bien rester pendant 800 ans sur Terre, sans problème, surtout si c'est une personne qui a une forte volonté et qui a repoussé toutes les propositions de l'aider à monter. Et si personne ne l'a fait monter, on va dire, entre guillemets, de force. Donc ça pourrait expliquer ces fameux fantômes de châteaux qui sont là, qui hantent les couloirs d'un château médiéval, etc. Depuis 500 ans, 600 ans, 800 ans, voilà. C'est vrai que les fantômes les plus âgés de la planète ne doivent guère avoir plus de 800 ans. Mais ça encore, ce sont des généralités. La seule chose qui est à peu près sûre, c'est qu'au bout de 1000 ans, il y a des changements cycliques de l'autre côté du voile, on va dire. Et ces changements cycliques permettent à ces êtres-là d'être remontés de force, que ça leur convienne ou pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'un être humain peut rester sur le plan éthérique, donc proche de la Terre, hein, le premier plan, le premier niveau vibratoire de suite après la chair, il peut rester entre 3 jours et 800 ans, il n'y a aucun souci. 300, 400 ans, 500 ans, voilà. Il n'y a pas de limite réelle, sauf ces 1000 ans, mais bon, rester 1000 ans sur Terre, déjà, il faut en avoir envie. Qu'est-ce que nous pourrions dire encore ? On va supposer qu'une personne, au bout de, allez, on va dire, elle reste 15 jours sur Terre, elle s'est aperçue que tout allait bien, la famille s'en remet un petit peu, petit à petit, 15 jours, un mois, hein, on va dire un mois sur Terre, et elle s'aperçoit que la famille s'en est remis, bon ben voilà, le chagrin commence à passer avec le temps, hein, c'est naturel, on la regrette, mais bon, on arrête un petit peu de pleurer la personne, etc. On s'aperçoit qu'elle s'aperçoit, cette même personne, que ses dossiers sont mis à jour à sa place, que bon, elle ne part pas en laissant tout à l'abandon, on s'est occupé de sa famille, on s'est occupé de ses proches, etc. Donc on va dire qu'elle n'a pas de remords particulier, elle a une vie bien remplie, elle est morte à un certain âge, bon, allez, elle accepte de quitter ce plan. À l'instant même où elle se dit « j'aimerais quitter ce plan et aller là où vont les gens qui sont morts, comme moi », à l'instant même, elle n'a pas plutôt fusillé sa phrase mentale que instantanément des êtres lumineux, des êtres de lumière sont là. Alors soit ce sont des parents, encore une fois, mais il faut qu'ils soient d'un certain niveau, soit plus généralement, il y a un parent et un ou deux êtres de lumière qui sont là. Pourquoi? Le parent est là pour l'aspect « je te rassure, tu me connais, n'aie pas peur ». Les êtres de lumière sont là, on va dire, pour l'aspect technique. C'est bien beau ça, mais comment on fait monter un être qui est décédé, qui est resté un mois sur Terre? Il faut avoir les moyens, il faut avoir la connaissance. Ces êtres-là, un ou deux êtres de lumière suffisent amplement. Généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils apportent le côté technique. Le parent rassure, il leur tient la main, et les êtres de lumière, hop, ils font monter le tout. Et tout se passe pour le mieux. Après, il y a une autre option. L'entité n'arrive pas à se décider, il passe des mois, il passe une année, 2 années, et un beau jour, une personne se rend compte que depuis 1 an, voire 2, elle est fatiguée, elle n'arrive pas à remonter, elle n'a pas le moral, elle est épuisée, elle n'arrive plus à faire la moitié de ce qu'elle faisait avant. Et on lui pose la question, mais depuis quand tu es dans cet état? Ben je sais pas, je crois que c'est depuis la mort de X. Ah bon, depuis qu'est mort ton parent, tu es comme ça? Ben oui, mais tu avais quel rapport avec lui ou elle? Ah ben très bien, on s'adorait mutuellement, il me manque, je dois y manquer, je suis sûr. Et oui, la personne ne croit pas si bien dire. Elle manque tellement que la personne qui est décédée, qui était intimement liée, est carrément scotchée à la personne, c'est-à-dire qu'elle passe son temps à la suivre et elle est dans son aura. Bon. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau ça, mais quand on est sur Terre dans un corps, on mange, on boit, on respire, donc on a un processus pour se recharger, pour se régénérer. Une fois qu'on est mort, on ne mange plus, on ne dort plus, on ne boit plus, on ne fait plus rien de ces choses-là. Comment on peut tenir sur le plan éthérique? Comment vit un être qui est mort et qui est sur le plan éthérique? Ben, c'est très simple, il vit de force vitale. Et cette force vitale, s'il n'a pas appris de son vivant, si je puis dire, à la canaliser et à l'intégrer, eh ben, il va faire comme font tous les êtres humains qui pompent les autres. Il va se mettre à côté d'une personne, si possible, qu'il apprécie et qu'il aime, et à longueur de journée, il va y piquer l'énergie, il va y piquer sa force vitale. Et le corps vital de l'individu,
il est fait pour faire vivre un individu, pas deux, pas trois, pas cinq. Donc plus il y aura d'entités décédées et non montées dans la lumière qui resteront proches de cette personne, et plus cette personne va être fatiguée, va se faire pomper. Ça peut en arriver à des cas assez dramatiques. Bon. Donc, à ce moment-là, on sait qu'il intervient certaines personnes, alors qu'on les appelle passeurs d'âme ou autres, peu importe, des personnes qui ont la capacité de faire monter dans la lumière ces êtres-là. Donc, voilà. Bon, généralement, quand une personne commence à avoir des intuitions, parce qu'on peut même lui donner l'intuition de l'invisible, c'est pas interdit, et lui dire, tu sais, il y a peut-être des êtres chers qui sont restés scotchés, alors ils t'aiment bien, tu les aimes bien, mais il faut les lâcher, et eux, il faut qu'ils te lâchent. Sinon, c'est pour ça que tu es fatigué. Alors, généralement, certaines personnes donc, arrivent à faire monter l'entité, et comme par hasard, entre 7 et 21 jours plus tard, la personne retrouve toute sa vitalité et tout va bien. Voilà. Ce sont des cycles naturels. Hein. Je dis 7-21, ça dépend de la personne, à quel point il était fatigué, à quel point il y a eu des dommages dus à la perte d'énergie. Donc, entre 7 jours et 21 jours maximum, la personne retrouve son énergie, et là, elle voit bien qu'en effet, il s'est passé quelque chose. Elle se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus seule, beaucoup plus intime avec elle-même, et elle n'a pas l'impression d'être entourée par quelque chose qui la pompe à longueur de journée. Voilà, ça c'est ce qui se passe en général et dans les meilleurs des cas. Enfin, et pour terminer cette première vidéo, que se passe-t-il de l'autre côté? Là, on vient de voir la mort, on vient de voir ce qui se passe au moment de la mort et un petit peu après, et de l'autre côté. Alors, où va-t-on? Où va-t-on une fois qu'on monte dans la lumière? C'est bien beau de dire la personne est montée dans la lumière, mais est-ce qu'elle y reste dans la lumière? Sûrement pas. Parce que quand on fait monter les gens dans la lumière, généralement, les plus doués font monter ces personnes-là jusqu'au plan bouddhique. C'est le plan de la lumière. Hein. Quand on dit le plan de la lumière sans autre précision, il s'agit du plan bouddhique, ou bodhisattva, c'est-à-dire le feu lumineux. Bon. Ce feu lumineux, bodhisattva en sanskrit, le plan bouddhique donc, permet d'éclairer une personne sur son vécu, sur ce qu'elle a vécu, sur sa mort, sur le pourquoi, du comment. Et donc cette personne reste quelque temps, alors en temps terrestre on ne le sait pas, hein, mais ça peut être l'équivalent de 3 jours terrestres, comme ça peut être une année, peu importe. Cette personne va être lavée, elle va être nettoyée, elle va être éclairée, elle va être assagie, et elle va être surtout réconfortée, parce que c'est quand même, on se demande si la mort n'est pas moins dramatique que la vie, parce que la vie sur Terre n'est pas toujours de tout repos, surtout pour certaines personnes qui ont vécu une vie mouvementée, pour ne pas dire pire. Bon, donc cette personne voit ses plaies qui sont pansées, voit sa vie qui devient plus claire à ses yeux, elle se dit, ah mais voilà pourquoi on lui montre, voilà pourquoi tu as vécu ça, voilà comment tu pensais, voilà ce que tu as vécu, est-ce que tu arrives à faire la liaison entre les deux, si tu avais pensé comme ça, tu aurais vécu autrement, etc. Donc cette personne va être éclairée. Et ensuite, une fois qu'elle a ce petit stage sur le plan bouddhique, que font la plupart des humains généralement, elle va redescendre. Mais redescendre où? Et se stabiliser où? C'est très simple. Elle a un état d'esprit. Sur la Terre, elle avait un état d'esprit général. Cet état d'esprit général permettait à son esprit, dans son mental, à vibrer une certaine fréquence. Cette fréquence correspond à un plan de l'invisible. Donc la personne va descendre en fréquence à partir du plan bouddhique et va se stabiliser sur le plan de conscience qui lui correspond, c'est-à-dire sur lequel il retrouvera ou elle retrouvera des êtres qui pensent de la même façon et qui donc ressentent de la même façon. Parce que c'est ce que nous pensons qui produit ce que nous ressentons. Et ce que nous pensons qui produit ce que nous ressentons crée notre vécu. Nous vivons par rapport à ce que nous pensons et ressentons sans cesse. Donc cette personne va se trouver avec des gens qui partagent le même état d'esprit et donc qui ont les mêmes goûts, qui ont les mêmes désirs, qui ont eu les mêmes chagrins, qui ont les mêmes attentes, etc. Et elle va se sentir à l'aise, elle va se retrouver généralement en famille, non seulement la famille terrestre, mais en plus une famille qui est dite spirituelle. Alors ça peut être où? Généralement, et encore une fois, ce sont des généralités, attention, hein. Généralement, une personne qui décède et qui est tout à fait, on va dire, normale, hein, qui n'a rien étudié, qui n'est pas un génie, qui n'est pas non plus un imbécile, mais qui n'est pas ni un ésotériste, ni un spiritualiste, qui ne s'est pas intéressé à ces choses-là, et qui a une vie tout à fait ordinaire, hein, à ce moment-là, elle se retrouve généralement sur le 5e, voire 6e sous-plan astral. Je dis bien astral. Pourquoi? Parce que cette personne, comme tout être humain normal, entre guillemets, est un être de désir, c'est-à-dire un homme ou une femme qui a vécu en ayant comme moteur, hein, dans son âme, donc, du désir. Le désir de vivre ceci, le désir de ne pas vivre cela, etc. etc. Donc tant qu'une personne est motivée par ses désirs, que son moteur intérieur est le désir, eh bien elle se stabilise sur un des sous-plans
du désir, avec un D majuscule, autrement dit, un des sous-plans du grand plan astral. Si cette personne était un scientifique ou une scientifique, eh ben, elle va se stabiliser à un niveau qui correspond à son vécu. C'était une personne de tête, ce n'était pas une personne qui avait des émotions, qui ne se laissait pas guider ni gérer par ses émotions, mais qui se servait de sa tête, qui était peut-être hyper intellectuelle, pourquoi pas. Donc cette personne-là ne va pas être plus haut dans le sens absolu du terme, mais elle va se situer sur un plan vibratoire qui en effet se situe au-dessus, elle va se retrouver sur un des sous-plans du plan mental, généralement le 5e ou le 6e. Voilà. À moins que ce soit un génie dans l'histoire de l'humanité, alors elle culminera au 7e et dernier sous-plan du plan mental. Et si c'est une personne qui était quelqu'un de très émotive, basé sur l'émotionnel, mais très mystique, très dans l'amour, dans la compassion, etc., ben elle se stabilisera sur le 7e et dernier sous-plan astral. Voilà, tout ça c'est assez simple et nous reprendrons un petit peu ces détails avec des questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre dans la seconde vidéo qui ne saurait tarder. Voilà.